Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Anne Batut, je suis sage-femme. J'ai une activité chargée d'enseignement pour ce DIU axé sur la rééducation périnéale. Eh bien, nous aborderons à travers ce chapitre qui est la prise en charge rééducative de la douleur périnéale en postpartum. Pour ce faire, nous aborderons différentes thématiques, reposer les définitions et les typologies, les rappeler au regard du cours qu'il y aura eu avec Monsieur Labat. Il y a également quelques chiffres que nous resituerons. Comment diagnostiquer cette douleur périnéale? Comment l'évaluer? Nous parlerons donc de prérequis. Et enfin, les différentes prises en charge rééducatives, quelles sont-elles? Concernant les définitions, nous rappellerons la définition de la douleur périnéale. Nous nous sommes inspirés de l'International Continence Society et de la terminologie francisée dont nous disposons depuis 2004, à savoir la douleur périnéale est une douleur ressentie chez la femme entre la fourchette vulvaire et l'anus. À ce titre, elles sont souvent considérées, ces douleurs, comme des douleurs post-opératoires, donc des douleurs par excès de nociception, c'est-à-dire dues à des lésions des tissus périphériques qui provoquent un excès d'influx douloureux dans le système nerveux. Et donc, il y a une stimulation excessive de ces nocicepteurs périphériques, on va dire. Cette douleur peut être associée à une lésion périnéale comme une épisiotomie, une déchirure périnéale, une éraillure, qui peut toucher les organes génitaux externes, petites ou grandes lèvres, méa urinaire, clitoris, le vagin ou le périnée. Mais ça, elles peuvent également être liées à un œdème périnéal, un hématome, une adhésion de la cicatrice ou également une infection du site d'épisiotomie. Qu'en est-il des dyspareunies? Ce sont des douleurs qui sont ressenties dans le pelvis, qui sont dues à la pénétration, que ces douleurs soient superficielles ou profondes. Ou encore l'allodynie, qui est la survenue d'une douleur déclenchée par un stimulus qui est normalement indolore. Par exemple, s'il y a un effleurement ou une stimulation avec un coton-tige, il n'y a pas de douleur habituellement, sauf lors de la stimulation par le coton-tige où ça réveille une douleur. On parle alors d'allodynie. Concernant la douleur chronique, il s'agit d'une douleur qui est définie pour un seuil d'au moins 6 mois d'évolution. La Haute Autorité de Santé, dans ses recommandations en 2008, s'était penchée sur cette notion et avait proposé une classification de ces douleurs pelvipérinéales chroniques, notamment nociceptives, comme on disait tout à l'heure, par excès de nociception, ou des douleurs neuropathiques, ou des douleurs mixtes. Il y a également les douleurs neuropathiques qui sont en lien avec l'étirement du nerf pudendal. Euh, Toutefois, le lien entre neuropathie d'étirement et la douleur n'est pas toujours prouvé. Et il a été montré que la neuropathie du postpartum avait tendance à récupérer dans les mois suivant l'accouchement. Et donc, on peut supposer que la douleur devrait évoluer dans le même sens. Cette pathologie du nerf pudendal, elle peut se caractériser par une prédominance unilatérale, souvent étendue d'avant en arrière, par des douleurs spontanées qui surviennent sans stimulus, avec un fond douloureux de type brûlure, d'étau, d'arrachement, des douleurs aussi provoquées par une allodynie mécanique au frottement, comme le port de slips, de vêtements serrés, ou des sensations type par Alors rappelons
62%, eh bien, c'est la prévalence des douleurs périnéales à J7 du postpartum si on reprend une étude de Persico qui a été menée en 2013. Toutefois, avant d'aller plus loin, il est quand même important de rappeler que cette prévalence des douleurs périnéales spontanées ou même des dyspareunies, comme l'on verra plus tard, elle varie quand même selon les études, selon le mode de recueil des données, c'est-à-dire est-ce que c'était un interrogatoire, est-ce que c'était un questionnaire sur site ou envoyé à la sortie de maternité ou encore à 12 mois, donc il peut y avoir des biais de mémorisation, ou selon l'inclusion des patientes, est-ce que c'était tout mode d'accouchement confondu uniquement les femmes ayant accouché par voie basse, la parité, ou encore également selon la présence de dyspareunie qui pouvait être présente avant la grossesse et qui n'est pas toujours précisée dans les études. Quelles qu'en soient les études, on constate que la prévalence des douleurs périnéales varie, bien évidemment, comme on le disait, selon les études ou les délais étudiés, mais toutes les études ont observé une diminution spontanée entre 3, 6, 12 et 18 mois du postpartum. On parle de l'histoire. Et c'est bien ce qu'illustre ce diagramme, puisque l'on voit bien que selon les études de Persico en 2013 ou Glasner en 1997, il y a quand même une décroissance de ces douleurs périnéales avec le temps. Donc J1, J7, 2 mois, 6 mois. Et Glasner, lui, avait fait une étude un petit peu plus à moyen terme. Et donc on voit effectivement J7, 2 mois et 12-18 mois, une évolution décroissante, même effectivement si le taux reste encore assez élevé à 12. Concernant la prévalence des dyspareunies en postpartum, si on reprend donc l'étude de Connolly en 2005, on voit qu'il y a une décroissance spontanée des dyspareunies entre 2-3 mois et 6-7 mois, tout comme pour l'étude de Barrett en 2000. L'étude de Barrett est intéressante parce qu'elle précisait la présence de dyspareunie présente avant la grossesse. Et donc le taux de dyspareunie de novo, c'est-à-dire absentes avant la grossesse et qui sont apparues après l'accouchement, sont de 24% à 3 mois et 7% à 6 mois. Alors, qu'en est-il de la reprise de la sexualité en postpartum? Eh bien, dans une revue de la littérature que nous avions menée en 2015, on constate que la reprise des rapports sexuels est effective pour 90% des femmes au cours des 6 premiers mois. 10% ont repris une activité sexuelle entre 1 et 3 semaines et 78-80% aux alentours de. Alors à présent, nous avons vu les différentes définitions, nous avons revu un petit peu l'épidémiologie. Qu'en est-il à présent du diagnostic? Pour diagnostiquer ces douleurs périnéales, l'interrogatoire a une place fondamentale pour déjà repérer le siège de cette douleur, la fréquence, le mode, l'intensité, le retentissement fonctionnel également dans la vie de tous les jours, mais également dans la vie sexuelle. Et l'examen clinique a également une place importante pour pouvoir repérer s'il y a une cause locale ou une cause plutôt générale. Et notamment, si on parle de cause locale, il peut y avoir la possibilité de mettre en évidence une allodynie, c'est-à-dire réveiller une douleur au contact, à une stimulation ou à un frottement, notamment si il y a une pression qui est effectuée par le thérapeute sur le vagin, sur les muscles pelviques périnéaux, ou également avec un test au coton-tige. Tracer cette douleur. Cela fait partie des indicateurs de qualité qui sont devenus obligatoires depuis 2008 dans le cadre de la procédure de certification des établissements de santé avec la Haute Autorité de Santé. Tracer la douleur, ça permet également d'évaluer à différents
moment de la rééducation, cette évolution de la douleur. Et ça, c'est une approche intéressante puisque ce ressenti, cette évaluation est subjective et permet justement de notifier ci-dessus. Bien évidemment, à l'échelle visuelle analogique, voilà, on peut disposer de petits cartons avec certains curseurs pour pouvoir aider le patient à se situer visuellement, ou une échelle numérique entre 0 et 10, comment vous situez-vous? 0, absence de douleur, et 10, douleur maximale imaginable. À présent, nous abordons les différentes prises en charge rééducatives et pour ce faire, nous allons distinguer deux périodes, en postpartum immédiat, que l'on a considéré avant J15, ou à distance au-delà de J15. En post 15, eh bien, le périnée est une zone musculaire sensible et les positions qui le sollicitent peu sont à privilégier pour d'ailleurs diminuer les douleurs qui seraient associées à une suture ou un hématome par rapport à une approche cicatricielle. Donc on peut imaginer en position assise, en tailleur, en antéversé. Pourquoi pas une posture également à quatre pattes et d'où l'intérêt effectivement comme vous pouvez le voir ici, de façon à limiter la sollicitation d'une cicatrice en position assise classique sur une surface relative. Également, des contractions intermittentes des muscles du plancher pelvien peuvent avoir un impact, pourraient avoir un impact sur la diminution de l'œdème périnéal secondaire à l'accouchement. C'est un point qui n'a pas été évalué mais qui était rapporté dans les recommandations. Un postpartum immédiat toujours, l'application de sacs de glace ou de coussinets froids ont fait la preuve justement d'un effet antalgique, puisqu'on est sur des niveaux de preuve 2, appliqués sur la zone périnéale douloureuse, avec des temps d'application, plutôt des intervalles de 10 minutes d'application qui sont reportés dans les protocoles d'études et dans la littérature, de façon à ne pas appliquer en continu la glace pour ne pas altérer les tissus bien évidemment, et plutôt utiliser cette glace entre deux couches de tissu que directement sur les tissus pour ne pas les léser. Le bain de siège a également sa place, d'ailleurs plutôt froid que chaud. Quant aux anesthésiques locaux, ils n'ont pas montré d'efficacité antalgique. Je n'ai pas développé volontairement les approches médicamenteuses, mais le paracétamol peut avoir sa place, et notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent avoir une efficacité sur les douleurs périnéales et sur Eh bien, à présent, nous allons aborder les différentes prises en charge rééducatives. Pour aborder l'impact des exercices du plancher pelvien sur les douleurs périnéales du postpartum, nous nous sommes appuyés sur deux essais randomisés. Le premier, qui permet d'étudier l'influence des exercices du plancher pelvien sur différents paramètres de la sexualité entre 4 et 7 mois après la naissance. Et le critère d'évaluation principal était une échelle de santé sexuelle. Et donc cette étude turque prospective, monocentrique, qui est randomisée, a été menée auprès de 75 femmes primipares qui ont accouché par voie basse. Le groupe intervention était constitué de patientes qui étaient encadrées par un thérapeute à partir du 4e mois du postpartum.
Elles effectuaient des contractions des muscles du plancher pelvien d'une durée progressive de 2 à 10 secondes et 10 à 15 fois par jour. Elles bénéficiaient d'un enseignement sur l'anatomie et la fonction des muscles du plancher pelvien, donc une éducation périnéale, va-t-on dire, et la compliance était évaluée par téléphone au cours des premiers mois. Quant au groupe contrôle, il était composé de patientes n'effectuant pas d'exercice des muscles du plancher pelvien. Donc c'est une étude de Eh bien, qu'en est-il au niveau des résultats? À 7 mois du postpartum, il est constaté une amélioration en termes de santé sexuelle, de désir ou de douleur périnéale, mais dans les deux groupes. Également, il est rapporté une amélioration significative en faveur du groupe ayant suivi une rééducation périnéale avec des exercices des muscles du plancher pelvien. Si l'on aborde l'excitation sexuelle, la lubrification, l'orgasme, les échelles de satisfaction, ou encore, et c'est là que ça peut être intéressant aussi pour notre sujet, l'augmentation de la force des muscles du plancher pelvien entre le 4e et le 7e mois du postpartum, et nous avions une significativité statistique avec un petit p inférieur à 0,05. Mais en revanche, il n'y avait pas de différence donc statistiquement significative concernant et les douleurs périnéales et les dysfonctionnements. Une deuxième étude a été retrouvée, un essai randomisé, qui évalue l'influence des exercices du plancher pelvien sur l'incontinence urinaire chez des femmes qui présentaient une incontinence urinaire à 3 mois du postpartum, et l'évaluation était menée à 12 mois, voire jusqu'à 44 mois du postpartum. Par contre, les dyspareunies étaient un critère d'évaluation secondaire. Eh bien, cette étude contrôlée, randomisée, menée auprès de 230 patientes qui présentaient une incontinence urinaire 3 mois après l'accouchement. Eh bien, dans le groupe intervention, il est composé de femmes encadrées par un thérapeute à 3 mois, 4 mois, 6 et 9 mois du postpartum. Chacune bénéficie d'une éducation sur l'anatomie des muscles du plancher pelvien et d'un encadrement des exercices à 3, 4, 6 et 9 mois du postpartum, et elles pouvaient réaliser jusqu'à 100 contractions périnéales de 5 secondes par jour. Quant au groupe contrôle, eh bien, elles effectuaient des exercices du plancher pelvien, mais ce n'était pas encadré par un thérapeute. Donc, elles bénéficiaient d'une éducation sur l'anatomie des muscles du plancher pelvien et d'une éducation sur la réalisation des exercices. En termes de résultats, c'est-à-dire à 12 mois du postpartum, les dyspareunies étaient majorées dans le groupe témoin, puisqu'il y avait 51% versus 41% dans le groupe intervention. Mais la différence n'était pas statistiquement significative. Concernant la satisfaction sexuelle, l'excitation sexuelle et l'orgasme, ils étaient améliorés dans le groupe intervention, mais là encore, la différence n'était pas statistiquement significative. Donc, au regard de ces deux études randomisées, nous pouvons conclure qu'il n'existe pas de preuve dans la revue de la littérature que la rééducation périnéale diminue la prévalence des douleurs périnéales. Toutefois, il est important de rappeler que les protocoles que l'on retrouve dans la littérature internationale sont assez différents des protocoles français où les patientes peuvent être encadrées non pas de façon mensuelle, mais de façon hebdomadaire. Donc c'est un biais que l'on peut prendre en compte. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucune étude contrôlée randomisée de grande échelle qui avait comme critère de jugement principal l'évaluation de la rééducation périnéale en tant que prévention ou thérapeutique des douleurs périnéales et ou des dyspareunies en postpartum. Voilà, donc ce sont des pistes de recherche à mener.
Deuxième piste, sur le postpartum au-delà de J15, eh bien, c'est l'impact de la neurostimulation électrique transcutanée, dite TENS, qui intervient sur les fibres myélinisées de gros diamètre et qui peut favoriser le gate control system en partie. Donc c'est un courant qui est de nature alternative, biphasique à moyenne nulle, et qui va être appliqué sur la zone douloureuse, périnéale, à l'aide d'une sonde endovaginale. Donc à titre d'exemple, il y a des sondes classiques, des sondes de tampon, ou également des sondes de doigtier qui peut avoir un intérêt puisqu'elle va permettre de diriger, de cibler sur la zone douloureuse périnéale de façon précise. Alors, qu'en est-il du mécanisme d'action? Il y a deux mécanismes que l'on peut différencier. Le gate control theory qui utilise des fréquences plutôt de 100-150 Hz avec une largeur qui est égale ou inférieure à 200 microsecondes et qui est un courant continu pulsé. L'intensité est faible à la limite de la douleur et ça sera perçu comme des fourmillements. Donc la séance peut s'organiser sur 10 à 20 minutes. Il y a également la théorie neurochimique centrale qui permet la libération de morphinomimétiques endogènes avec une fréquence et une largeur de 1 à 10 Hz et une largeur d'impulsion qui est égale ou supérieure à 200 microsecondes, avec une intensité élevée qui sera plutôt perçue comme des battements et on peut envisager 20 à 30 minutes. Concernant la neurostimulation électrique transcutanée, dans la revue de la littérature, nous avons retrouvé une étude de Dionisi en 2011, qui est une étude qui n'est pas randomisée, elle n'est pas contrôlée, c'est plutôt observationnel. Elle concerne un groupe de 45 femmes volontaires qui avaient consulté pour des dyspareunies, des douleurs qui persistaient en moyenne 16 mois après l'accouchement, donc là on est plutôt à distance, et on retrouvait une disparition des douleurs périnéales pour 90% des patientes, donc un chiffre qui pourrait être relativement intéressant. Le protocole utilisé était des séances de 30 minutes, une fois par semaine avec des basses fréquences. Et enfin, à titre de rappel, les contre-indications qui sont rappelées ci-dessous, à savoir que la douleur périnéale non identifiée peut être une contre-indication, ou encore la dénervation totale du postpartum qui serait confirmée par un électromyogramme. Et enfin, question de consultation, question fréquente, le dispositif intra-utérin au cuivre ou le système intra-utérin ou lévonorgestrel n'est pas une contre-indication. Troisième piste, l'ultrasonothérapie active. On retrouve dans la littérature une méta-analyse qui a inclus 4 essais contrôlés randomisés, soit 659 patientes. On constate qu'il y a des données contradictoires qui présentent également de nombreuses limites méthodologiques et donc il a été difficile de conclure concernant l'utilisation d'ultrasons dans cette indication et donc c'était une revue de la Cochrane en 2009. Par contre, avaient été rapportées des ecchymoses périnéales après cette thérapie. Et dans le mécanisme d'action, les partisans de l'ultrasonothérapie active rapportaient que c'est une méthode qui pourrait atténuer la douleur en absorbant les processus inflammatoires, en réduisant la pression que les hématomes et les œdèmes pouvaient exercer. Quatrième piste, l'impact des massages périnéaux en postpartum. Eh bien, aucune étude randomisée n'a été retrouvée concernant l'efficacité du massage périnéal en postpartum lorsque nous avons mené cette revue de la littérature en 2015.
La méthode est souvent préconisée par les professionnels, avec en pratique un massage périnéal digital qui peut être externe ou interne ou les deux. Après cicatrisation, bien évidemment, ou de la déchirure ou de l'épisiotomie, par exemple, de façon à diminuer la rigidité et les adhérences de la cicatrice périnéale. Et le massage serait de type massage transverse profond. Donc des études à mener pour justement évaluer, valoriser. Eh bien, que pouvons-nous proposer pour les massages périnéaux en postpartum? Eh bien, en cas de douleur périnéale, le thérapeute peut utiliser des crèmes à base d'acide hyaluronique, par exemple, pour améliorer l'hydratation vaginale et la trophicité périnéale. Cela peut être aussi proposé en cure d'entretien, en automassage par la patiente à son domicile, une fois qu'elle a bien repéré les zones. Et si elle souhaite également le mener, certaines peuvent appréhender cette zone-là encore. Ces crèmes à base d'acide hyaluronique ont l'avantage de ne pas contenir de principes hormonaux. Toutefois, il existe également des crèmes à base d'œstrogène et de progestérone ou des tampons hormonaux à place intravaginale qui peuvent aussi concourir à une amélioration de ces douleurs périnéales. Toutefois, elles sont soumises à prescription et peuvent aussi présenter des contre-indications au regard des antécédents maternels ou encore parfois de l'allaitement maternel. Si l'on aborde la dyspareunie en termes de conseils, ne pas hésiter à recommander l'utilisation de lubrifiants plutôt de nature aqueuse, parce que n'oublions pas que souvent les patientes peuvent utiliser le préservatif à titre de contraception locale, de contraception je dirais relais ou intermédiaire, et que les lubrifiants gras ou à base de silicone peuvent rendre poreux ces préservatifs. Et enfin, ne pas oublier que la sécheresse vaginale peut être majorée en cas d'allaitement maternel. Et c'est une étude de Barrett et Al que nous avions citée en début de cours qui montrait effectivement l'impact significatif de l'allaitement maternel sur la Toujours en parlant de massage périnéaux, il a été intéressant de faire un focus sur les massages réalisés en prépartum et est apparu l'intérêt d'un massage périnéal digital lorsqu'il est pratiqué pendant la grossesse 1 à 2 fois par semaine pendant au moins les 4 dernières semaines de grossesse. Et cela permettait de diminuer les douleurs périnéales à 3 mois du postpartum pour des femmes qui avaient déjà accouché par voie basse. Et on voit effectivement que c'est significatif avec donc ce facteur protecteur puisque le risque relatif est de 0,45 et un indice de confiance voilà, qui est tout à fait valable. Était également notifiée une diminution des traumatismes périnéaux pour les femmes qui n'avaient pas accouché par voie basse précédemment et on sait que les traumatismes périnéaux peuvent être des facteurs de risque de douleur périnéale qui étaient retrouvés en tout cas jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Cinquième piste que j'ai intégrée aux prises en charge rééducatives pour les douleurs périnéales du postpartum, eh bien l'homéopathie qui n'est pas évaluée, je dirais, sur le plan de l'evidence-based medicine, mais pour autant qui peut constituer une piste intéressante, puisque les traitements généraux possibles que l'on pourrait donner en cas de douleur périnéale, eh bien de l'arnica montana 9CH 5 granules 2 fois par jour pendant 20 jours, en cas d'épisiotomie, du Staphysagria 9CH 5 granules par jour pendant 15 jours, et en cas d'œdème, si celui-ci est accompagné de soif, de la belladonna 9CH, et si ce n'est pas le cas, de la pis mellifica 9CH. Bien évidemment, l'homéopathie est une médecine qui nécessite une prescription spécifique, puisqu'on est sur du rééquilibrage de terrain, donc ne pas hésiter toutefois à orienter vers un homéopathe de façon à pouvoir proposer des
Sixième piste, bien l'impact de l'homéopathie qui ne fait pas l'objet également de l'evidence-based medicine, mais pour autant qui peut apporter des pistes très intéressantes sur le plan ostéo-articulaire, notamment donc, en cas de lésions également osseuses, musculaires, ligamentaires, faciales, viscérales, qui peuvent être ainsi relevées et qui peuvent être à l'origine de lombopialgie, de sciatalgie, de pelvialgie, de périnéalgie, de pudendalgie, de névralgie obturatrice ou encore de dyspareunie. Donc une piste. Autre point, le champ électromagnétique pulsé, qui est plutôt une perspective à explorer et à évaluer, à utiliser à basse fréquence, puisque les hautes fréquences peuvent être dangereuses, et qui commencerait à être utilisé dans la médecine du sport et qui aurait un impact sur la tonification et la décontraction musculaire. Donc des pistes de recherche à mener plus qu'à considérer comme une alternative qui a toute sa place aujourd'hui. Et enfin, dernier point, il nous semble important de considérer que des études complémentaires seraient nécessaires pour évaluer précisément l'impact des stratégies thérapeutiques, comme elles sont proposées en France en rééducation périnéale, parce que l'on a vu que des rééducations qui pouvaient être considérées comme intensives restaient des protocoles basés sur une séance mensuelle, par exemple, versus voilà, des séances où la rythmicité peut être plus fréquente, parfois 2 séances par semaine, voire plus. On regarde la durée des séances, ce sont des séances individuelles, collectives, quelles sont les méthodes abordées. Voilà, donc ceci est une piste de travail pour pouvoir justement répondre de façon encore plus précise et ciblée à cette question des douleurs périnéales en postpartum. Voilà. Voici donc des références que vous pourrez retrouver, qui sont la plupart du temps en ligne, ou effectivement sur lesquelles je me suis appuyée tout au long de cette présentation.